Avant de commencer la vidéo, comment vous allez? Vous le savez, pour le vrai, à chaque vidéo, je vous pose toujours la question pour le vrai. Ça va bien? Yeah? So, je vais profiter pour vous souhaiter joyeux Noël si vous regardez ça le jour de Noël. J'espère que vous avez eu les cadeaux que vous voulez. J'espère que le temps en famille c'était intéressant. Si vous regardez ça après la nouvelle année, écoutez, bonne année. J'espère que 2025 ça va être votre année, que tout va bien se passer puis que vos projets vont se concrétiser. À chaque année, qu'est-ce que j'aime faire, ok? C'est proche de Noël, je profite toujours pour vous sortir des histoires d'horreur de Noël. Puis là, dans cette vidéo-là, je vais vous sortir deux histoires que pour de vrai, je sens que vous allez frissonner. Il va y avoir du son, il va y avoir des images et il va y avoir votre peur. So, je ne vais pas aller plus loin. Vous allez voir mes liens apparaître. Juste ici. Vous allez voir le bouton s'abonner. Juste ici. Et juste ici, des futurs MVP qui vont s'abonner. Vous êtes prêts? Yeah! Alright, on part pour la première histoire. Pour la première histoire, l'histoire se passe durant les vacances de Noël de 2016. Mathis, 15 ans, qui a l'habitude de passer Noël chez ses grands-parents et de ce fait passer du temps avec son cousin John de 15 ans lui aussi, qui habite littéralement à 20 minutes de chez ses grands-parents. Les deux ados, plus qu'ils s'ennuient, décident d'aller se promener dans la forêt derrière chez ses grands-parents et de visiter le bâtiment d'une école juive qui a brûlé il y a quelques années et qui est en rénovation. C'est un défi pour eux qui se lance chaque année sans que rien ne s'est jamais passé. Le lendemain matin, Mathis est chez son cousin John et son oncle, vu qu'il voit qu'il s'ennuie, décide de leur prêter sa carabine à plomb. Les deux gars devant la carabine à plomb décident de se dire: si on prenait la carabine à plomb, un bidon d'essence et on allait proche de l'école juive puis on tirait sur des choses pour les mettre en feu. Les deux se mettent d'accord et se mettent en direction. 10 minutes de marche plus tard, ils arrivent à l'école juive en question. Arrivé là-bas, ils jettent un coup d'œil à travers les barreaux et ils voient des tentes. Les deux ados portent pas trop d'attention et décident de juste regarder voir s'il n'y a pas des ouvriers pour pas qu'ils se fassent prendre. Vu que c'est pas le cas, John finit par monter le portail et passe à travers. Mathis profite pour lui passer la carabine à plomb et le bidon d'essence. Puis enfin le tour de Mathis de monter le portail. Pendant qu'il est en train de monter le portail, il entend une fois une camionnette blanche entrer sur le chemin. Mathis, devant la situation, il est pris de peur. Il décide de redescendre et de se cacher derrière un arbre. Son cousin, lui, qui est déjà à l'intérieur du chantier, profite pour rentrer à l'intérieur de l'école et va se cacher. Mathis est sûr que le monsieur de la camionnette l'a vu. Surtout que Mathis, à ce moment-là, portait un pull rouge. Son cœur battait tellement vite et tellement fort dans sa poitrine qu'il était sûr que, caché derrière l'arbre, le monsieur était capable d'entendre son cœur battre. Le monsieur de la camionnette finit finalement par arriver devant le portail. Il stationne sa voiture, il sort et leur dit: je sais que vous êtes là, vous pouvez sortir maintenant. Bien évidemment, aucun des deux est sorti de sa cachette. Le monsieur de la camionnette commence à marcher vers le portail et au moment que Mathis est sûr et certain que le monsieur ne peut plus le voir, il profite pour s'enfuir tout doucement. Arrivé dans un lieu en sécurité après avoir repris son souffle, il finit par se dire: attends 2 secondes, il va falloir que j'y retourne parce que mon cousin John est encore là-bas. Donc, Mathis commence à penser à un plan. De quelle manière je peux aller rechercher mon cousin sans pour autant que le monsieur de la camionnette finisse par me voir? Pendant que Mathis profite pour commencer à penser à un plan, il finit par voir son cousin John marcher en direction vers lui. John finit par expliquer à Mathis que il y avait un trou dans la clôture puis c'est par là qu'il a passé pour pouvoir se sauver. John finit par dire à Mathis: on n'a pas le choix de retourner parce que la carabine de mon père, je l'ai oubliée là-bas. Et la carabine compte énormément pour mon père. Et John profite aussi pour dire à Mathis qu'ils vont devoir faire ça très rapidement parce que vu qu'on est dans le mois de décembre, la nuit tombe très tôt. So, il va falloir qu'on fasse ça très vite. Les deux ados finissent par passer dans le trou dans la clôture. On voit que 2 nouvelles voitures sont venues rejoindre la camionnette blanche. Ils retrouvent la carabine de leur oncle et en repartant, le pire des moments arrive. Le téléphone de Mathis commence à sonner. Les 3 hommes finissent par entendre le téléphone de Mathis sonner. Les 3 se tournent dans la direction de où se trouve
John et son cousin et commence à courir derrière eux. Après une poursuite d'environ 3 minutes, les 3 hommes finissent par perdre la trace de John et son cousin. 3 ans après l'histoire, Mathis finit par avouer à son oncle qu'est-ce qui s'est passé il y a environ 3 ans. En lui expliquant l'histoire, Mathis s'attend à ce que son oncle s'énerve, soit fâché, mais son oncle fait littéralement tout le contraire. Il voit que le visage de son oncle passe d'un sourire à de la peur. Devant l'histoire qu'on lui raconte, décide de prendre un CD, le mettre dans le DVD et commence à le faire jouer. Et l'oncle leur demande la question, est-ce que le monsieur que vous m'avez décrit, est-ce que c'est ce monsieur-là? 2 ados finissent par regarder et disent oui, c'est bel et bien le monsieur qui nous poursuivait derrière. Mathis finit par voir que le visage de son oncle passe de peur à extrêmement stressé. Puis son oncle finit par leur expliquer que le monsieur qui leur courait après, c'était pas un chasseur ou un ouvrier, c'est un meurtrier qui à l'époque était recherché. À la fin de la vidéo que leur oncle leur fait jouer, le meurtrier dit une phrase que jusqu'à aujourd'hui hante Mathis et John. Il regarde la caméra et dit « Mon plus grand regret est que j'ai pas réussi à rattraper les 2 adolescents que je courais derrière eux. Celui avec le pull rouge et celui avec le chandail noir auraient pu être mes dernières victimes. » C'est la fin de la première histoire. J'espère que la première histoire est pas trop forte. Vous êtes correct? On va passer maintenant à la dernière histoire. Laissez-moi vous mettre en contexte pour la deuxième histoire. Tout commence 2 semaines avant Noël 2020. Jessica, âgée de 24 ans, à l'époque étudiait à l'université de Floride. Puisque les vacances de Noël arrivaient à grands pas, Jessica avait un plan de quitter son appartement en ville et de retrouver ses parents à la campagne pour fêter Noël avec eux. Cette journée-là, Jessica n'a pas de cours à l'université, donc elle profite pour sortir aller acheter ses cadeaux de Noël pour sa mère, son petit frère, sa petite soeur et son père qui est fan d'armes à feu, qui est toujours armé. Et croyez-moi, ce détail-là va prendre de l'importance dans l'histoire. Elle décide d'aller au centre commercial. Durant que Jessica fait le tour des magasins, elle finit par apercevoir un homme qui la regarde intensément. Elle se dit sûrement que le monsieur doit me trouver très attirante, donc c'est ça qui explique pourquoi il me regarde intensément comme ça. Après avoir acheté tous ses cadeaux, elle finit par revoir le même monsieur proche de sa voiture. Le monsieur, en voyant Jessica, se relève, la sourit et lui dit « Je te trouve magnifique, Jessica. Et t'inquiète pas, ton dernier examen demain, ça va bien se passer. » Et directement après avoir dit ça, il repart en riant. Jessica, à ce moment-là, se pose énormément de questions. Comment il y a eu mon nom? Est-ce que je le connais? Est-ce que ce gars-là va à mon université? Elle finit juste par monter dans sa voiture et elle commence à rouler. Durant que Jessica est en train de conduire, elle voit qu'une voiture prend les mêmes virages que elle. Lorsqu'elle tourne à gauche, la voiture derrière elle tourne à gauche. Lorsqu'elle tourne à droite, la voiture derrière elle tourne à droite. Jessica sur l'autoroute finit par accélérer un petit peu. Et au dernier moment, elle coupe un camion et prend une sortie. Puis elle finit par perdre le gars qui la suit. Jessica décide de prendre son téléphone, d'appeler son père et de lui expliquer toute la situation, tout en donnant une description du monsieur. Son père au téléphone lui dit « Ma chérie, j'ai un très mauvais pressentiment. Ce que tu vas faire, c'est ce soir, quand tu arrives chez toi, prépare ta valise et demain, après ton examen, prends la route puis rentre à la maison. » Et son père profite pour lui dire « Si durant la nuit, tu sens que tu as peur, il y a n'importe quoi, n'hésite pas, rappelle-moi. » Puis elle passe une des pires nuits de sa vie. Et Jessica peut pas expliquer pourquoi, mais elle sent comme si quelqu'un la regardait. Mais pourtant, elle est seule dans son appartement. Toute la nuit, à un certain intervalle, elle entend un chien miauler. Étant donné que Jessica habitait seule et ne voulait pas passer pour une cible facile, elle laissait toujours une vieille paire de bottes de construction de son père à l'entrée. Tout ça pour faire croire comme si elle habitait pas seule dans l'appartement. Un vieux conseil de son père. Le lendemain matin, Jessica se réveille. Elle va passer son examen. Directement après qu'elle a fini son examen, elle se met directement en direction pour aller vers la maison familiale. La route se passe hyper bien. Après environ 2 heures de route, elle arrive enfin à la maison de ses parents. Ses parents sont hyper contents, tout le monde lui saute dans les bras. Jessica profite pour mettre les cadeaux qu'elle leur a achetés directement en bas du sapin. En soirée, ses parents lui proposent de se rendre avec eux chez le voisin, puisqu'il fait une petite fête de quartier. Vu que Jessica avait mal dormi la journée d'avant, elle refuse l'invitation, puis
elle préfère mieux rester à la maison puis dormir un peu. Devant ce choix-là, ses parents respectent sa décision et elle se retrouve seule à la maison. 2 heures après le départ de ses parents, Jessica se fait réveiller par un bruit de verre qui se casse dans la cuisine. Elle se dit sûrement que ses parents viennent de revenir. Quelques minutes après, elle entend un bruit de quelqu'un qui monte l'escalier, suivi de 2 coups de feu. Jessica avait tellement peur qu'elle a verrouillé sa porte de chambre, elle a pris son téléphone et elle décide d'appeler son père. Lorsque Jessica appelle son père, elle entend le bruit du téléphone de son père sonner dans la maison. Et Jessica sait très bien que son père sort jamais, mais au grand jamais sans son téléphone. Elle trouve ça très étrange. Après 2 sonneries, elle finit par entendre son père répondre. Avant que Jessica a la chance de dire même un mot au téléphone, son père lui dit « Ma fille, t'as pas besoin d'avoir peur, je l'ai tiré. Je suis en bas de l'escalier, tu peux sortir de ta chambre, il n'y a plus aucun danger. » Jessica sort de sa chambre, elle voit son père en bas de l'escalier, puis dans une mare de sang, elle revoit le même monsieur du centre d'achat, avec un couteau à la main. Le père de Jessica finit par prendre son téléphone et compose au 911. Une vingtaine de minutes plus tard, environ 5 véhicules de police sont déployés directement sur les lieux. Environ une quinzaine de minutes plus tard, on voit un camion coroner venir prendre le cadavre du monsieur, le mettre dans un sac blanc, puis le sortir. La police, après avoir sorti le cadavre de l'homme, y profite pour parler avec le père, lui remettre quelque chose avant de partir. Après 2 ans, Jessica finit enfin par trouver le courage de demander à son père qu'est-ce qui s'est passé et le plus important, comment t'as fait pour être à la maison en même temps que le monsieur. Son père la regarde et finit par lui expliquer toute l'histoire. Son père lui explique que durant la fête chez les voisins, où il y avait des échanges de cadeaux, il avait oublié le cadeau du voisin sur la table de la cuisine. Lorsqu'il a remarqué ça, il a laissé sa femme avec ses enfants dans la fête chez les voisins, puis il a décidé de revenir tout seul. Il a décidé de passer par la porte en vitre de la cuisine. Puis à son arrivée, il a vu que la vitre était brisée. Et en rentrant, il a vu qu'il manquait un couteau dans le range-couteau de sa femme. Ça n'a pas pris 2 secondes que son père a dégainé son arme puis a commencé à marcher dans la maison pour chercher. Et arrivé proche de l'escalier, il a vu un homme habillé tout en noir en train de monter l'escalier. Son père a pointé en sa direction puis a fait feu 2 fois, le tuant littéralement sur le coup. Son père a aussi profité pour lui dire que l'enquête que les policiers ont faite a montré que le même monsieur la suivait, ça faisait environ 2 ans. C'est de là qu'il a fini par savoir le nom de Jessica. Comment il a trouvé l'adresse de chez les parents de Jessica? Laissez-moi vous expliquer. Lorsque Jessica l'a croisé dans le stationnement du centre d'achat, il venait juste de finir de mettre un tracker GPS pour pouvoir suivre Jessica. C'est de cette manière qu'il a fini par avoir l'adresse de chez les parents de Jessica. En ce qui concerne maintenant le bruit du chat qui n'arrêtait pas de miauler toute la nuit, les policiers sont penchés sur les caméras de surveillance et ont vu que le fameux bruit du chat qui miaulait, c'était le monsieur. La dernière information qui va vous glacer le sang. Le monsieur n'était pas n'importe qui. Le monsieur, ça faisait environ 2 ans et demi qu'il était recherché par la police pour meurtre et agression sexuelle. C'est la fin de la vidéo. Je veux reprofiter pour vous souhaiter un joyeux Noël, une très bonne année. By the way guys, en 2025, j'ai décidé qu'au moins 1 fois par mois, si vous aimez vraiment ça, on va peut-être le remonter à 2 fois par mois. Mais pour l'instant, ça va être 1 fois par mois. Votre boy va vous raconter des histoires de peur. Vous savez, je veux vérifier que vous n'êtes pas cardiaque. Si vous avez adoré cette histoire-là, puis j'ai réussi à vous faire peur, partagez cette vidéo-là pour que j'aie la chance de faire peur à encore plus de personnes. Puis tout doucement, vous comprenez qu'on puisse enfin agrandir la famille. Parce que là, en ce moment, là, je trouve qu'on n'est pas assez, man. On doit être... Je suis sûr qu'on peut faire plus, puis je suis sûr qu'on peut être beaucoup plus nombreux. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Guys, partagez cette vidéo-là comme c'est incroyable. Si je vous ai fait peur, partagez la vidéo. Si je vous ai pas fait peur, partagez la vidéo quand même. Parce que la prochaine histoire, je vous garantis, je vais vous faire peur. Mon but, c'est je veux que vous écoutez ces histoires-là très tard la nuit, dans un environnement noir. Puis vous me laissez vous raconter, vous comprenez ce que je vous expliquais?
Vous me laissez la chance de vous raconter des histoires qui vont vous faire trembler, qui vont vous donner des frissons. J'espère que l'histoire vous a plu. J'espère que, comment je l'ai expliqué, c'était clair. Si vous avez vraiment aimé les histoires comme je vous ai raconté, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous le demande pas assez souvent là. Il y a le bouton s'abonner juste ici. Je suis à 86 abonnés en ce moment. Je veux minimum passer avant minimum le milieu du mois de juin. Janvier au moins à 100. I guess de 15. Je demande 14 de plus, at least. Rich. Sur ce, on le dit ensemble. I'm out. Peace.